Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Sur le réchauffement climatique tout d'abord, est-ce que le gouvernement a raison de nous préparer au scénario du pire, c'est-à-dire celui d'un réchauffement de 4 degrés d'ici à la fin du siècle ? C'est vrai qu'on vit un moment qui est un peu vertigineux pour les personnes qui portent l'écologie depuis longtemps, c'est-à-dire de voir que là où on a été qualifié de complotiste, moqué, conspué, le gouvernement arrive aujourd'hui aux mêmes conclusions que nous, c'est-à-dire que quelque part il est déjà un peu trop tard, donc c'est quelque part une reconnaissance de ce qu'on disait depuis des années, mais on n'est absolument pas rassuré parce que avoir le bon constat ne suffit pas, il faut les solutions qui vont avec, et là-dessus l'histoire, les actes précédents ne sont pas de nature à nous rassurer, y compris ne serait-ce que la semaine dernière, quand Emmanuel Macron demande à l'Europe une pause sur l'environnement, voilà, on voit bien qu'on est dans un en même temps avec ce gouvernement et qu'en matière d'écologie, il ne peut pas y avoir de en même temps. Mais vous dites aux Français, les années qui viennent, la décennie qui vient va être difficile, ça va faire mal. Mais ça va être terrible, qu'on le veuille ou non. Et je vais vous dire, ce ne sera pas de la faute des écologistes, parce qu'on a l'impression qu'on est parfois le bouc émissaire de tous les maux de ce pays, mais vous pouvez enlever tous les écologistes de France et même du monde, les problèmes auxquels l'agriculture va devoir faire face sur l'eau et les citoyens, les problèmes auxquels on va devoir faire face sur comment on vit dans une France à 4 degrés, avec ou sans écologistes, ce sera le cas. Et donc je vois bien qu'il y a une proportion, y compris parce que certains autres membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, nous présentent comme les boucs émissaires très clairs de tous ces problèmes. Mais l'histoire des boucs émissaires, c'est qu'en général, quand même, ils sont innocents. Mais il y a un truc, voilà, sur l'écoterrorisme, on voit bien qu'on devrait être les responsables de tout. Aucune responsabilité pour vous dans le fait que l'écologie n'est pas le premier dossier en haut de la pile. Aujourd'hui, je vais vous dire, je ne vous dis pas qu'on a tout fait bien, et je n'ai jamais dit ça par ailleurs, mais je peux vous dire qu'on a longtemps prêché dans le désert, qu'on a connu beaucoup de moments de solitude et même été attaqué et diffamé sur ce qu'on disait, qui aujourd'hui est reconnu par toutes et tous. Mais vous avez aussi régulièrement dézingué votre propre candidat à l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas une question politicienne, c'est une question... Je vous parle de fond, là. Je ne vous parle pas de stratégie politique et de quelle incarnation et tout ça, je vous parle de fond. Et donc, il faut que les Françaises et les Français se rendent compte que l'heure est grave et que, par exemple, il y a un emballement qui va s'accélérer. Je vous donne l'exemple des puits de carbone. On dit, en fait, on émet tous du carbone, on sait, mais il y a des puits de carbone, notamment, par exemple, les forêts. Les puits de carbone forestiers en France, ils absorbaient 60 millions de tonnes de CO2 en 2010. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 30. Ça a été divisé par 2 en très peu de temps. Et ce n'est pas parce qu'il y a moins de forêts, c'est que la croissance des arbres, les maladies qu'ils peuvent attraper, etc., sont déjà en train de s'accélérer, ces problèmes, du fait déjà du changement climatique. Et qu'on voit bien que la machine peut s'emballer et que même en faisant tous les efforts qu'on veut, ce phénomène assez inéluctable est déjà en marche. Les glaciers au Groenland fondent 100 fois plus vite que prévu. Je ne sais pas si vous représentez à quel point ça s'emballe. Ça s'accélère et en fait, même en France, on n'est pas prêt, on n'a pas les infrastructures pour, on n'a pas les bâtiments. Je pense que déjà, il faut être prêt dans sa tête. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire et que des fois, on dit « Ah, mais l'écologie, ça va nous causer des contraintes ». Mais les pires contraintes seront celles qu'on va subir quoi qu'on fasse. C'est pas une question de ce qu'on va nous interdire ceci ou cela. C'est qu'à un moment, ça s'emballe tellement qu'il faut vraiment dire aux gens que les enfants qui naissent cette année en 2023, on ne sait pas aujourd'hui leur garantir que la planète sera encore habitable pour l'année de leurs 30 ans. Ça ne veut pas dire que tout le monde est mort dans 30 ans, mais ça veut dire que la question de l'habitabilité de la planète, c'est-à-dire des conditions de vie normales, se posera. Alors sur la planification écologique, sur le plan d'Elisabeth Borne, donc elle appelle les entreprises à agir, elle appelle aussi les particuliers à agir, les collectivités territoriales. Sur la question de l'eau, on l'a évoqué, tout le monde. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à quelqu'un aujourd'hui qui a envie de se faire construire une piscine ? Alors c'est toujours intéressant parce qu'on va pointer les comportements individuels. Mais je fais un zoom arrière par rapport à l'eau. On parle de l'eau tout de suite si vous voulez bien. Mais l'ADEME permet de calculer son empreinte carbone. Vous pouvez y aller, c'est hyper intéressant à faire. Je vous préviens, c'est un peu déprimant. Pourquoi c'est déprimant ? Parce que même si, comme moi, vous ne mangez plus de viande depuis des années, que vous avez décidé de ne plus prendre l'avion, avant même de répondre aux questions, quand vous commencez le test, le fait même d'être français, vous commencez à 2 tonnes de carbone. Parce que les services collectifs, les hôpitaux, les écoles, etc. de ce pays produisent déjà 2 tonnes de carbone par habitant avant même que vous disiez ce que vous mangez, comment vous vous déplacez, où vous habitez, etc. Parce qu'on est français. Et donc, ces 2 tonnes, pourquoi c'est important ce chiffre ? C'est que c'est le chiffre qu'aucun humain ne doit dépasser sur cette planète si on veut qu'on ait besoin que d'une seule planète, qu'une planète nous suffise. Donc vous dites quoi ? Les efforts particuliers ne servent à rien en fait ? Je vous dis qu'évidemment c'est important, mais qu'il faut arrêter de mettre la pression sur les gens en disant « qu'est-ce que tu as mangé ce midi et tu es allé où travailler et c'était quoi le moteur de ta voiture ?» surtout quand les gens n'ont pas les moyens de s'en acheter une autre. Il y a vraiment un gros effort structurel à faire dans ce pays et ça, il y a une responsabilité de l'État parce que là... Sans culpabiliser donc ?
Pour en revenir à la question de Salia, c'est pas une question de culpabiliser. c'est devenu les jets privés d'il y a quelques mois. Il faut que les gens aient conscience de ça. Mais c'est pas à cause de la piscine du mec qui va avoir chaud cet été qui va dire je fais une piscine pour mes enfants. On peut pas en fait aborder le sujet comme ça. Par ailleurs, la transition ne sera possible et acceptable que si elle est juste. Je rappelle quand même que 1% des plus riches émettent autant en CO2 que 50% des plus pauvres de cette planète. Et donc, à un moment, évidemment qu'il faut se poser cette question. Et c'est intéressant parce que Jean Pisani-Ferry, qui est un des principaux conseillers économiques de ce président... rédacteur du programme économique d'Emmanuel Macron en 2017. On peut dire qu'il n'est pas d'extrême gauche ni de gauche tout court, d'ailleurs, et c'est pas grave, c'est pas ce qu'on lui demande, en l'occurrence, mais il a fait une interview cette semaine qui dit des choses... On aurait pu être moqué pour dire il y a encore un an, notamment qu'il faut taxer pour taxer les 10% des Français les plus riches. L'ISF qu'il propose, j'ai l'impression, n'est pas climatique. Parce qu'un ISF climatique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous taxez plus les avoirs qui sont... sur le patrimoine financier des plus riches, mais qui servirait à financer la transition écologique. Donc, parce qu'il y a 3 étapes. Il y a ce gouvernement qui a supprimé l'ISF, qui déjà n'est pas normal sur le plan social tout court. Lui, il dit, en fait, il va falloir taxer les plus gros patrimoines, et ce en quoi il a raison, mais c'était très subversif de le dire. Je rappelle quand même les propos que j'ai pu avoir sur les milliardaires il y a encore 3 mois, c'est très subversif. Mais le gouvernement dit toujours non. Comment ? Le gouvernement dit toujours non. Oui, bon, c'est quand même un conseiller de Macron qui le dit, donc on sent que la bataille culturelle progresse. La bataille culturelle progresse en tout cas sur le sujet, et des choses que disaient les Verts et Oxfam il y a 3 mois, c'était subversif. Jean Pisani-Ferry, qui est loin d'être un gauchiste, le dit aujourd'hui, tout en disant en plus très clairement qu'on ne pourra pas faire cette transition sans justice et qu'il faudra que, évidemment, les plus riches contribuent beaucoup plus que les plus précaires. L'étape d'après, c'est que, en fait, il propose quasiment l'ISF. C'est intéressant. 10 ans après qu'on a été conspué parce qu'il fallait pas le supprimer et que nous on disait que non, et qu'il disait si on a raison, on est le cercle de la raison. Et on est très fort en économie et on vous dit que c'était vraiment... Vous comprenez rien, mais en fait, c'est ça qu'il fallait faire. Donc là, les plus grands économistes vraiment de droite disent c'est ça qu'il faut faire. Et l'étape d'après, c'est d'en faire un ISF climatique, c'est-à-dire de taxer évidemment plus les placements qui contribuent à accélérer le changement climatique, parce que les gens qui ont de l'argent n'ont pas le même impact sur le climat selon là où ils le placent. Mais par exemple, sans parler des jets privés, des super yachts, mais tout ça est quand même assez lié. Un placement dans une entreprise qui est en cours de conversion, c'est pas tout noir ou tout blanc. Non, c'est pas tout noir ou tout blanc. Vous taxez pas? Après, il y a des experts. Évidemment, c'est très compliqué. Un groupe qui s'engage à sortir du pétrole, mais dans 5 ans ou dans 10 ans. Il y a des débats sans fin sur les œuvres d'art. Est-ce qu'on les taxe ou pas? Mais l'exemple de Total est c'est-à-dire qu'en fait, qui fait aussi de la transition écologique. Vous dites quoi, Total? On est surtout à un moment de l'histoire où en fait, il faut arrêter de se mentir sur l'écologie et que le greenwashing ne peut plus exister. Moi, je le vois. Vous voyez, quand Macron va à Dunkerque en disant j'ai une super nouvelle pour la planète, je vais faire, l'État prend sa part, on va faire une super gigafactory de batteries électriques. Oui. Ok, c'est mieux que de faire des véhicules diesel. Ça vous va pas, ça? Ça ne me va pas pour plein de raisons. Je vous dis que c'est mieux que rien, mais premièrement, il y a à 5 km de là le site de Val-d'Une, le dernier site en France qui produit des roues et des essieux de train made in France qu'on est en train de laisser crever. Et on est en train de perdre les savoir-faire, y compris des industries de transition énergétique. Donc quand on va devoir construire les trains, on dit grand plan pour les trains, mais en fait on sera incapable de les produire en France. Voilà. Donc il dit, ça on ne défend pas, nous on crée toujours les trucs d'avenir, donc entreprises taïwanaises, etc. Je vous pose la question, sur des terres agricoles. Je vous pose la question parce qu'il y a des friches dans toute la région, on met ça sur des terres agricoles. Je pose la question sur la voiture électrique, Marine Tondelier, parce que vous avez dit il y a quelques jours, la voiture électrique, c'est l'industrie du passé. Oui, parce que la voiture est l'industrie du passé et que c'est mieux si elle est électrique que diesel, mais on ne pose jamais la question du poids des véhicules. Et un véhicule électrique lourd, déjà pour la pollution de l'air, il y a une grosse partie des émissions qui ne sont pas liées au moteur, mais à l'abrasion des pneus sur la route, etc. Donc sur la qualité de l'air, ça ne change rien. Que le poids du véhicule fait que, même s'il ne roule pas, il a une empreinte carbone, ce véhicule, à la construction, au recyclage, en fin de vie, etc. Et du coup, on va travailler comment le matin ? Et surtout, on a un problème de rapport à la bagnole dans ce pays, qui est en partie subi, parce que les transports en commun, ça ne va pas, et que quand on parle d'un ticket climat qui peut engranger, ça ne va pas, et qu'on a un problème de fiabilité des trains, d'investissement ferroviaire. Je vous propose une chose, attendez, parce que je sens que vous êtes parti sur un long développement. Il est 8h42, je lance le fil info, et on poursuit cette discussion dans un instant. Sur notre rapport à la voiture. Voici Maureen Sugnard. La secrétaire médicale blessée au couteau lundi au CHU de Reims va mieux, annonce le ministre de la Santé François Braun. Elle est sortie du bloc opératoire et se trouve maintenant en surveillance. Sa collègue Karen Mézineau est elle malheureusement décédée. Une minute de silence sera respectée ce midi dans tous les hôpitaux de France. Cet après-midi, c'est une marche de soutien au maire de Saint-Brévin qui se déroule dans la commune de Loire-Atlantique à l'appel de partis de gauche. Yannick Morez, le maire démissionnaire, dénonce les menaces qu'il a subies pour avoir soutenu l'installation
l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Elle dénonce une communication dénigrante des pouvoirs publics. La Fédération des professionnels de la piscine saisit la justice pour faire annuler l'interdiction de vente des piscines hors sol dans les Pyrénées-Orientales. L'arrêté a été pris à cause d'une sécheresse exceptionnelle. Et puis c'est une bonne nouvelle pour les abonnés TGV. La SNCF va les indemniser après de nombreuses grèves ces dernières semaines. Ils auront jusqu'à la moitié de l'abonnement du mois de juin remboursé. La plateforme pour demander des dédommagements ouvre le 1er juin. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brachia, Marc Fauvel. Toujours avec la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Juste avant le fil info, on parlait de la voiture électrique. Une promesse a été faite d'en reparler après. Mais oui, on continue. On est trop dépendant en fait de la voiture, c'est votre constat. Mais même la voiture électrique, c'est pas bien. On a un problème, par exemple, du nombre de routes en France et du fait qu'on veut encore en construire. On demande un moratoire sur les grands projets routiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a 1 100 000 km de routes en France et que c'est le plus haut nombre de kilomètres d'Europe en valeur absolue et rapporté au nombre d'habitants. Vous demandez un moratoire parce qu'on... Vous savez ce que ça veut dire? Qu'un Français, terres agricoles pour les construire. Chaque Français a par personne 120 mètres carrés de route en France, c'est-à-dire plus en moyenne que sa surface habitable dans son logement. Il y a un truc complètement déraisonnable et aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train de combattre des projets, par exemple le projet de contournement routier de Rouen, qui a plus de 50 ans. Au bout de 50 ans, s'il a convaincu personne, c'est peut-être qu'il y a une raison, y compris le maire de Val-de-Reuil, qui est le numéro 3 de LVMH, vient sur la ZAD dire non, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et on a un problème de où on met l'argent public. Alors, par exemple, sur le renouvelable, il y a 51 fois plus d'argent qui est mis dans la recherche-développement sur le nucléaire que sur l'éolien. Pour continuer à dire l'éolien, c'est pas assez développé par rapport au nucléaire. C'est sûr que si même dans la recherche-développement, pour améliorer les technologies, c'est aussi disproportionné, on va pas y arriver. Donc, sur les sols, justement, Marine Tondelier, il y a une loi qui inquiète beaucoup les élus en ce moment, c'est la loi zéro artificialisation, je vais y arriver, net des sols, c'est-à-dire l'objectif c'est en 2050, dans une commune, on ne pourra pas construire davantage, faire davantage d'emprise sur le sol si on n'en a pas supprimé ailleurs, et jusqu'en 2050, on doit diviser par 2. Les maires disent aujourd'hui, on est d'accord sur le principe, évidemment qu'il faut laisser l'eau ruisseler le plus possible, mais on a dans le même temps 2,5 millions de personnes qui attendent par exemple un HLM. Aujourd'hui en France, comment est-ce qu'on sort de cette équation ? Alors, c'est pas qu'une question d'eau dans les sols, c'est aussi une question de quand il y a 200 exploitations agricoles qui disparaissent, 200 exploitations agricoles qui disparaissent par semaine en France, par semaine. Et donc, quand on veut dire qu'on va nourrir la France localement, c'est sûr que quand vous voyez ces équivalents terrains de foot qui disparaissent chaque jour en France, vous dites qu'il y a un moment, ça va devenir compliqué. Et donc, je pense qu'il faut regarder très concrètement. Et moi, j'ai saisi qu'il y avait une vraie attente des maires ruraux, notamment, qui ont très peu de marge de manœuvre et dont les villages sont en train de mourir. Et donc, ils disent, nous, on a besoin de réinstaller, etc. Ça, j'entends. Et je pense que de toute façon, on ne fera jamais les choses par la contrainte et en imposant la même chose exactement des grandes villes comme Paris ou Lyon aux petits villages de 50 habitants. Donc on fait des exceptions, par exemple, à la campagne ? Mais il ne faut pas parce qu'en fait, quand on rentre dans les régimes de dérogation et d'exception, à la fin, on voit bien, on commence par ça, on arrive à ça, et puis à la fin, l'objectif zéro artificialisation nette, qui est si important pour notre avenir, n'a plus de sens. Mais vous voyez le symbole. Par exemple, il y a des maires qui me disent, je ne peux pas faire de piste cyclable. Ouais. À cause du truc zéro artificialisation nette. Donc il faut regarder vraiment dans le détail. Mais vous voyez le symbole qu'il y a derrière, des gens qui n'ont pas les moyens d'aller se payer ou de louer un appartement en ville, qui sont en banlieue, parfois en très lointaine banlieue, et à qui on va dire votre rêve d'un petit pavillon avec jardin, c'est niette. Et qui vont devoir prendre leur voiture après parce qu'évidemment ils habitent dans les transports en commun. Mais qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là ? Non, on a un modèle de société où, y compris avec les supermarchés, les hypermarchés, tout s'est construit en périphérie. Et ce modèle-là, il est terminé, y compris parce que l'essence devient trop chère, etc. Donc il faut redensifier quand même les villes. Et il faut densifier davantage les villes, donc construire en hauteur. On voit bien qu'on ne manque pas de friches, de logements vides. Moi, j'habite dans les Hauts-de-France, il n'y a que ça. Je ne comprends pas pourquoi on va mettre cette gigafactory sur des terres agricoles cultivables, alors qu'il y a des friches partout dans la région. C'est quoi le symbole ? Et vous dites dans les grandes villes où quand même il y a une densité importante, comme Paris par exemple. Je ne dis pas qu'il faut densifier ce qui est déjà ultra surdense. Il y a peut-être des équilibres à trouver. Et il y a des endroits qui sont, sous-peuplés, où il y a beaucoup de logements vides. Et peut-être qu'on dit, oui, mais ces logements ne sont pas en bon état, les gens n'en veulent pas. Eh bien, travaillons à leur réhabilitation, à leur isolation. C'est ce qu'on n'arrête pas aussi de dire depuis des années. Donc oui, il faut aller dans le sens du bon sens. C'est pas très compliqué. Sur l'agriculture et sur le dernier rapport de la Cour des comptes, Salia Brachia. Oui, la Cour des comptes appelle à réduire de manière importante le cheptel de vaches françaises pour moins polluer. Les vaches sont responsables de 12% des émissions de gaz à effet de serre. Vous partagez cet appel de la Cour des comptes ? Je pense que tout le monde a bien compris, même ceux qui aiment la viande et qui
on ne va pas les condamner de bien aimer la viande, mais chacun voit bien que la quantité de viande qu'on mange par habitant en France n'est pas durable pour la planète, mais en plus n'est pas bonne pour la santé. On dit parfois, si on mange moins de viande, on ne va pas être en bonne santé. Aujourd'hui, les experts sanitaires nous disent qu'un Français moyen mange trop de viande pour sa santé. Ce n'est pas ça l'argument. Et on voit bien qu'il y a une empreinte carbone de la viande. Vous voyez, quand on parle du maïs, par exemple, et de la sécheresse, le maïs, c'est très compliqué. Les gens disent ils veulent nous empêcher de manger. Mais plus de 80% du maïs qui est cultivé en France, c'est pour nourrir en fait le bétail. Et donc il faut se dire que quand on mange la viande, c'est l'empreinte carbone, mais c'est aussi le nombre d'eau qu'il a fallu pour nourrir cet animal, plus les questions de souffrance animale auxquelles moi je tiens. Je ne demande pas à tout le monde d'y tenir, mais c'est aussi quand même un sujet quand on prétend être un pays civilisé. Il y a un pays qui a tenté de réduire même drastiquement la part de ses élevages, un pays pas très loin de chez nous, ce sont les Pays-Bas. Ça a donné lieu à des manifestations monstres d'agriculteurs, et ça a donné lieu dans la foulée aussi à une poussée populiste importante aux Pays-Bas sur l'ère du, vous voyez, nos élites oublient les campagnes. Comment éviter ça en France ? Déjà, moi, je ne pense pas que les écologistes soient les ennemis de l'agriculture. Moi, je dis souvent... C'est pas ma question. Non, mais c'est pas ma question. Là, c'est la Cour des comptes qui dit ça. Mais je vois bien que c'est le contre-modèle. C'est-à-dire qu'on dit il faut faire très attention, et y compris des membres de gouvernement me disent ça. Me disent, agriculture, très attention, parce que si on fait des trucs, ça va causer le RN. Mais en fait, il faut porter un peu son courage en politique. Et le devoir des politiques, c'est pas juste d'être populiste, c'est de savoir dire quand on va dans le mur. Et je ne pense pas que ce soit ne pas aimer l'agriculture que de leur dire la vérité. Du fait qu'avec ou sans écologistes, ils monteront d'eau, avec ou sans écologistes, ils auront un problème à plus 4 degrés à produire les mêmes choses au même endroit, et que sur l'élevage intensif, c'est pas vrai en plus que ça les fait vivre bien. Regardez le revenu moyen des agriculteurs. Intensif aujourd'hui, oui, l'élevage laitier, il n'y a pas que ça. Oui, mais c'est pas ça qui est en cause. Nous, par exemple, notre mesure politique qui est partagée par toutes les assos climat, c'est d'interdire les nouvelles ouvertures de grands élevages industriels. Évidemment qu'il faut le faire pour des tas de raisons qui ne sont pas qu'environnementales d'ailleurs, qui sont aussi questions de dignité animale, de quelle société on veut, et aussi de malbouffe, parce que derrière la malbouffe et l'ultra-agro-business, c'est climaticide, ça ne fait pas bien vivre les producteurs, et c'est quand même, ça cause des débats, y compris des dégâts sur la santé des gens, à la fin, la qualité de ce qu'on mange. Donc oui, c'est un sujet auquel on tient, et je pense qu'on n'est pas les seuls, en tant qu'écologistes, à y tenir. Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, invitée de France Info jusqu'à 9h, il est 8h50. Maureen Suignard pour le Fil Info. Emmanuel Macron à Roubaix demain pour rendre hommage aux 3 policiers morts dans un accident de la route dimanche à Villeneuve-d'Ascq. Le président va rencontrer les familles et les collègues des victimes à l'école nationale de police située dans la commune. Le conducteur d'une voiture alcoolisée et droguée les a percutés. 1 minute de silence dans tous les hôpitaux de France ce midi pour Karen Mézineau, cette infirmière de 37 ans tuée par un homme au CHU de Reims. Ce matin, le ministre de la Santé indique que la secrétaire médicale qui a été blessée par le même homme va mieux. Elle est sortie du bloc opératoire. En Russie, le gouverneur de la région de Belgorod signale de nombreuses attaques de drones menées pendant la nuit. Moscou qui affirmait hier avoir écrasé un groupe de combattants russes, des opposants au président Vladimir Poutine venus d'Ukraine. La promesse de discussions houleuses à venir. Vous ne pouvez plus à partir d'aujourd'hui partager gratuitement votre compte Netflix. Seuls les utilisateurs d'un même foyer reliés par leur adresse IP pourront le faire. Il sera possible d'ajouter un compte pour 6 € en plus par mois. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Avec Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Plus de 413 milliards d'euros sur 7 ans pour les armées. C'est le projet du gouvernement dans sa loi de programmation militaire, examiné cette semaine à l'Assemblée. Est-ce que la France a raison de dépenser autant pour se protéger ? C'est sûr que ça interroge, je pense, beaucoup de personnes, dont moi, les écologistes, qui ont vraiment une tradition, dans notre ADN, c'est très ancré le pacifisme. Et donc oui, ça interroge d'augmenter autant ce budget, parce qu'on se dit toujours que dans ce gouvernement qui est quand même austéritaire de base, s'ils augmentent là, c'est qu'ils vont baisser ailleurs. Et on a toujours peur de là où ils vont aller baisser. Mais ça, c'est la première chose. Le contexte, la deuxième chose, c'est qu'évidemment que la sécurité, c'est un sujet important pour beaucoup de Français et en fait pour tout le monde, y compris pour les écologistes, mais que la sécurité, à la fin, c'est pas que le budget de la défense. C'est la sécurité de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, des sols sur lesquels on habite et dont on se nourrit. Et que je vois des fois des gens qui sont ultra sécuritaires dans leur vision. Si vraiment ils tenaient à la sécurité des gens, ils ne seraient pas concentrés sur leur sujet fétiche, mais sur une sécurité globale qui inclut en fait beaucoup l'environnement. Mais vous dites par exemple, comme le communiste Fabien Roussel, que la dissuasion nucléaire nous coûte trop cher. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais on voit bien nous, on est très anti-nucléaire. En sujet d'armement, mais on a toujours dit... y compris pour la dissuasion nucléaire. Non, mais on ne peut pas sortir unilatéralement du nucléaire.
on voit bien que ça ne marche pas comme ça, la vie. Et donc, par contre, être engagé vers une sortie multilatérale du nucléaire en s'engageant chacun vers une désescalade nucléaire, ce que prévoient les traités dont la France est signataire. Vous pensez aller convaincre demain matin Vladimir Poutine de sortir du nucléaire ? Non, pas demain matin, et je ne pense pas qu'on soit ni angéliste ni stupide. Mais pour le coup, on est très engagé sur ce sujet, et on a raison de l'être. Parce que je peux vous dire que chacun a eu peur, et a encore peur au moment du conflit ukrainien, de savoir entre les mains de qui cette arme nucléaire est aujourd'hui. On voit bien que c'est un sujet quand même de sécurité mondiale. Et donc oui, on a raison de l'être depuis le début, de continuer à l'être. Et je suis extrêmement fière que les écologistes, notamment Cyrielle Châtelain et Julien Bayou, les chefs de file sur cette loi, aient réussi hier soir à faire inscrire dans la loi de programmation militaire des choses pas complètement révolutionnaire, mais de faire inscrire dans la loi qu'on allait respecter le traité sur le sujet dont on est signataire. Vous voyez, on se réjouit maintenant de mettre dans la loi qu'on va respecter le traité dont on est signataire, mais sachez que sur ces sujets-là, c'est en fait un pas énorme et un signal qu'on envoie aussi au monde à chaque fois, parce que c'est évidemment, la France ne peut pas être seule à le faire, mais il faut montrer l'exemple quand on prétend être la France. Est-ce que la France devrait livrer des avions de combat à l'Ukraine ? Oui. Ça va peut-être vous surprendre comme position pour une écologiste. Oui. Là, on ne comprend plus. Très très clairement, on est des pacifistes, mais quand la guerre a lieu, parce que parfois on a beau être pacifiste, elle a lieu, on n'est pas hypocrite et on choisit toujours très clairement notre camp, dans lequel l'Ukraine, ça ne nous a pas pris très longtemps. Il y a un agresseur et un pays qui est agressé, et évidemment qu'il faut se battre là-bas, pas juste pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens, même si évidemment c'est un argument massif, mais pour la liberté et pour notre continent, pour la géopolitique de la planète. C'est quand même paradoxal de dire on dépense trop pour les armées et de dire en cas de guerre il faut pouvoir... Je n'ai pas dit qu'on dépensait trop pour les armées, je vous ai juste dit quand on augmente, je m'interroge à budget constant, où ils vont aller prendre l'argent, et je vois que c'est toujours plutôt vers les plus faibles, les plus précaires et les services publics. Donc oui, ça m'interroge. Mais on n'a jamais dit qu'il fallait plus d'armes, plus d'avions. Par contre, on veut aussi beaucoup de transparence, notamment sur le... On parle par exemple de la production d'armes. Oui, il faut une transparence totale envers les parlementaires. Ce n'est pas le cas aujourd'hui sur le contrôle de à qui nous exportons des armes dans le monde. Donc quand c'est à l'Ukraine, je trouve ça entièrement normal et je le défendrai tant qu'il faudra le défendre. Par contre, il y a parfois d'autres exportations d'armes qui peuvent interroger et sur lesquelles la France n'est pas tout à fait transparente d'ailleurs. Marine Tondelier, on en sait un peu plus sur la future loi sur la fin de vie. Elle ne concernera pas les mineurs ni les patients atteints de maladies psychiques. Il y aura une clause de conscience aussi pour les médecins. Le pronostic vital des personnes devra être engagé à moyen terme aussi. Est-ce que vous êtes rassurée ? Je suis rassurée par plusieurs choses. Premièrement, la démonstration que sur des sujets aussi difficiles, le format de démocratie participative et convention citoyenne fonctionne, est efficace et même nécessaire. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler avec ces outils-là. La deuxième chose, c'est que je pense que toutes les personnes qui ont déjà été confrontées au sujet intimement, pour des proches, etc., ou qui pensent pour eux, on voit bien qu'il y a une grande hypocrisie dans ce pays, que le suicide assisté, que l'euthanasie est interdite, mais en fait que ça existe, que ça met dans des positions très difficiles les malades, leurs proches et les soignants. Et donc, il faut arrêter cette hypocrisie et s'inspirer des pays où ça fonctionne. Alors moi, je veux bien toujours qu'on me dise, il peut y avoir des débordements, comment on contrôle, etc. Ça se passe très bien. En Suisse, en Belgique, il y a des contrôles a posteriori. En Suisse, notamment, à chaque euthanasie, la police criminelle se déplace. Donc, sur le papier, cette loi, il y a un médecin légiste qui vient vérifier. Enfin, en fait, ça se passe très bien dans les pays. On doit arrêter, par contre, de se dire qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a une inégalité face au sujet, c'est-à-dire qu'il y a ceux, en gros, qui peuvent aller en Belgique ou en Suisse à avoir accès à ça, payant, ouais. Et d'autres non. Et cette inégalité va jusqu'aux soins palliatifs. En fait, il y a un sujet autour de la gestion de la fin de vie. 40% des soins palliatifs. Cette loi, vous la voterez sur J'attends de voir ce qu'il y a dedans très concrètement quand même. Mais vous voyez... 40% des soins palliatifs en France sont en Île-de-France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes en Île-de-France, vous avez accès à une fin de vie mieux prise en charge, on va dire, plus que si vous habitez dans d'autres régions de France. C'est pas normal, en fait. Et c'est vraiment des sujets qui sont insuffisamment pris en charge et très peu présents dans le débat public. Et donc, je suis contente qu'on passe un peu de temps dans les mois qui viennent à en parler. Vous auriez souhaité que les mineurs soient dans le dispositif ? Je trouve que ça pose question. C'est un sujet qui a divisé la Convention citoyenne. Ça divise énormément, et je comprends très bien pourquoi, mais je me dis, si on estime que pour des personnes adultes ou âgées ou malades, mais majeures, c'est intolérable de faire subir ces souffrances, alors pourquoi ce serait tolérable pour des enfants ? C'est la question du discernement et de l'âge qu'on fixe. Évidemment, mais les souffrances sont les mêmes. Et ce sont des enfants. Et si on estime que c'est des souffrances intolérables pour des majeurs, alors elles le sont aussi pour des mineurs. Donc pour vous, un enfant et je ne dis pas que le sujet est simple pour des enfants. Il est évidemment éminemment plus compliqué. Mais on ne peut pas, par lâcheté finalement, et en disant ça va faire trop de débats d'un coup, le laisser sur le côté.
Ça, c'est une demande que vous porterez lors de l'examen du texte à l'Assemblée ? On aura nos chefs de file sur le sujet, mais je pense que ça va faire partie des débats et légitimement, parce qu'il y a des cas qui ont défrayé la chronique, qui étaient des mineurs, et auxquels cette loi, si elle ne s'attaque pas aussi au sujet pour les mineurs, ne changera rien. Et on se retrouvera dans 10, 15, 20 ans à revivre sur vos chaînes les mêmes drames qui vont déchirer le pays, avec chacun qui a son avis et qui se demande comment on en est arrivé là. Merci Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, invitée ce matin de France Info. Bonne journée à vous. Merci à vous.